Une production Stéréolab. Les lieux comme les librairies permettent de tomber sur des choses qu'on ne connaît pas et d'avoir une offre, quoi. Je suis aussi pour désacraliser complètement à la fois le métier de libraire parce qu'on n'est pas des génies et à la fois le lire parce que souvent les gens me disent « Ah, c'est bien de lire, on peut aussi lire des stupidités, quoi ». Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Une fois encore, je vous fais visiter mon quartier, à proximité de la rue de Charonne et du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Et une fois encore, c'est justifié, car je vous conduis aujourd'hui chez un des premiers commerces que j'ai découvert en m'installant ici, la librairie La Friche. Assez vite, j'y ai remarqué Manu, l'un des cofondateurs du lieu, un charmant gaillard taillé comme un déménageur, tatoué comme un marin, le regard bleu acier et les cheveux gris impeccablement coupés en brosse. Pas tout à fait l'image qu'on se fait habituellement d'un libraire. Et ça tombe bien car nous ne sommes pas dans une librairie tout à fait comme les autres. Dès l'entrée, on est accueilli par d'immenses tables qui présentent une sélection pointue de livres d'art, graphisme, architecture ou photo, tandis que sur le mur face à vous s'étalent les collections poches. Sur votre gauche, un rayon jeunesse qui déborde d'ouvrages, et à votre droite, les littératures françaises et étrangères, suivies des sciences humaines. Une disposition inhabituelle qui relève d'un choix assumé. C'est un choix qui paraît un peu invraisemblable et un peu loufoque dans les libraires. Je pense que quelqu'un qui rentre dans la librairie se dit pas « Tiens, ils sont fous ici », c'est pas non plus une excentricité totale. Mais c'était un choix dès le départ de casser un peu les codes. On avait envie de mettre en avant des choses qu'on voit pas forcément partout. Et aussi de travailler les beaux-arts, mais de manière un peu générale, toute l'année. Et pas se dire uniquement il y a la période pour la rentrée littéraire, la période pour les beaux livres qui commencent en novembre et qui s'arrêtent en janvier. Ensuite, on passe à la littérature avec des immenses tables qui font un effet visuel dès qu'on rentre dans la librairie et qui donnent un peu l'impression que la librairie est plus grande qu'elle n'est. Et esthétiquement, on trouvait ça assez chouette d'avoir des grandes tables massives avec plein de choses à regarder. Et on avait aussi envie qu'on puisse circuler librement, quoi. Disons que le libraire ne soit pas à l'entrée, qu'il faille absolument dire alors, « Bonjour monsieur, bonjour madame, je cherche tel livre, etc. etc. » On voulait avoir cette idée un peu où le libraire ou la libraire s'efface un peu, est un peu discret et un peu au fond, et qu'on n'ait pas forcément besoin de nous. Cet aménagement et la géographie des lieux facilite ça et donne une impression vraiment de tout voir, quoi, de voir l'espace jeunesse et de voir les sciences humaines au fond, et que tout soit d'un seul bloc, sans faire des petites niches avec un petit coin voyage, un petit coin, etc. C'est une librairie de quartier, et on a à peu près tous les rayons. Après, quand on rentre, on se rend compte que tous les rayons sont présents, mais qu'il y a des choix, et que c'est dans ces choix plus ou moins précis qu'on crée l'identité de la librairie. Et malgré une signalétique extrêmement discrète, on n'est absolument pas perdu dans cette boutique tout en longueur qui invite à une déambulation curieuse. Mais revenons un peu en arrière, et notamment à l'origine de la vocation de Manu. J'ai pas du tout imaginé faire ça quand j'étais jeune, mais par contre j'étais un immense lecteur quand j'étais très jeune. Jusqu'à peu près 10-11 ans, j'ai vraiment dévoré des livres, je me cachais la nuit pour pas que mes parents voient que la lumière était allumée, pour lire, pour dévorer des choses. Et tout s'est stoppé complètement, mais comme beaucoup de jeunes, mais au collège, avec les lectures obligatoires, quoi. Souvent, j'ai souvent un esprit assez critique vis-à-vis des lectures obligatoires, parce que finalement, je trouve que ça casse complètement le désir de lecture, même si, pour certains, ça peut aussi révéler, mais en tout cas, moi, j'ai complètement stoppé aucune lecture, une sorte d'abandon du livre et un rejet du livre même. Et je m'y suis remis début vingtaine, vers 20-21 ans, à l'occasion d'un stage où j'avais absolument rien à faire, je me suis mis à lire, quoi. Et c'est revenu, et j'ai retrouvé le plaisir de lire, et une sorte de passion de la lecture, de découvrir des trucs. Et voilà, et c'est ensuite, à un moment donné, après plein de petits boulots, de dire qu'est-ce que je vais faire, et l'idée de la librairie est venue un peu comme ça, quoi. Apprenti à l'Institut national de formation de la librairie, Manu y rencontre Marie et Guillaume, avec qui il partage rapidement le rêve d'ouvrir leur librairie, qui prendra forme quelques années plus tard. Assez vite, l'idée est venue d'ouvrir notre propre librairie, ce qui paraissait un peu fou à cette époque. Quelques années après, alors qu'on était chacun dans des librairies différentes, on est tombé sur un local ici, qui était dans le quartier où on habitait. On aimait ce quartier, et à la fois, il était un peu délabré, disons, un peu à l'abandon, ce qui paraissait bizarre, parce que Bastille, ça prenait à fond, au-dessus, vers Bagnolet, c'était super, et donc une zone un peu abandonnée. Donc on est tombé sur ce local qui était brut de béton, ils étaient en train de rénover tout l'immeuble, et on s'est dit, ce local est super, c'est ce qu'il nous faut. C'est à la fois un peu à l'écart, donc ça va pas être trop cher, et en même temps, c'est brut de béton, donc on peut faire nos travaux, et ça va, il y aura pas une reprise démentielle. Et puis voilà, on s'est lancé.
La Friche ouvre ses portes en 2006, et si par conviction, le trio prenait ses distances avec le fait de devenir patron, le succès les convainc d'embaucher. Il faut dire que la librairie est ouverte 6 jours sur 7, de 10h à 20h, et le dimanche de 11h à 19h. La Friche s'est aussi étendue, ouvrant à quelques pas une deuxième boutique consacrée à la BD, au manga et aux romans graphiques. Avec une activité aussi fournie, je me suis demandé si le plaisir était toujours au rendez-vous, 15 ans plus tard. Je dirais oui et non, mais beaucoup oui. C'est que si on va un peu aux sources du métier et aux aspects super du métier, c'est qu'on a une chance incroyable, et souvent j'y pense, et sans vouloir comparer les métiers, souvent je me dis, un truc génial en librairie, c'est que ça se renouvelle perpétuellement. Et là, on en parlait avec ma collègue, je me dis que chaque rentrée littéraire, on est comme un novice, c'est-à-dire qu'on doit bosser la rentrée littéraire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, de quoi ça parle. Donc il y a une sorte d'effervescence, de fourmillement, des tas de choses nouvelles sortent, soit en littérature, mais dans tous les domaines, justement. Et du coup, c'est ça qui est absolument génial et qui fait que dès qu'on ouvre un carton, il y a quand même un truc génial de se dire qu'est-ce que je vais trouver, même si on les a commandés. Une réelle surprise, un plaisir d'ouvrir les cartons et de se dire c'est Noël tous les jours en librairie, on reçoit des nouveaux livres, des trucs qu'on a envie de lire. Et c'est vrai que même après 15 ans, et je pense que je fais encore ce métier pendant des années, ça sera pareil, c'est tous les jours de se dire tiens, j'ai envie de lire ça, je le mets sur ma pile, j'ai envie de lire ça. Moi, ça m'arrive régulièrement le soir d'avoir 5 livres que j'ai envie de lire et j'emporte chez moi. Effectivement, quand je démarrais dans le métier, il y avait ce côté de défendre les éditions, mais il y avait beaucoup de petits éditeurs qui faisaient des livres qui n'étaient pas beaux du tout. C'est-à-dire la marge est mal foutue, le papier est moche, la couverture, c'est ni fait ni à faire. Des choses qui sont assez moches. Et au fur et à mesure, c'est vrai que beaucoup de petits éditeurs ont réussi à faire des choses hyper jolies, assez originales, et effectivement se démarquer parfois des maisons d'édition traditionnelles qui sont un peu ancrées et un peu figées, disons, dans quelque chose de graphique. Mais réellement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qu'il fallait que le livre soit beau, attractif, pour qu'il ait une chance d'avoir des lecteurs. Donc il y a de plus en plus de petits éditeurs qui font vraiment un choix sur la qualité de la couverture, de la mise en page, des titres, choses comme ça, et qui parfois même sont ensuite copiés par des grosses maisons d'édition. La littérature jeunesse occupe assez peu d'espace dans la librairie, mais il est assez dense. Et il y a souvent pas mal d'animations le dimanche matin ou le samedi avec les anniversaires et autres. Donc parfois c'est une sorte de mini MJC ou de garderie avec des tas d'enfants qui regardent tout. En une vingtaine d'années, la littérature et les albums jeunesse, la production en livres jeunesse en général, a beaucoup changé. Et aussi, je vais faire un peu un raccourci et dire parce que je pense que c'est beaucoup moins niais que quand on était gamin nous-mêmes, quoi, où vraiment on lisait un peu des niaiseries et qu'il y avait souvent une volonté derrière un peu éducative, un peu voilà, alors on va lire un livre sur le partage, on va lire un livre sur il faut être gentil avec ses copains, il faut accepter tout le monde. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir des choses un peu éducatives et d'apprendre des choses par la jeunesse. Mais je trouve que la littérature jeunesse s'est complètement émancipée de cette vision un peu bien pensante, avec des choses qui partent vraiment parfois même complètement en vrille. Et même nous-mêmes quand on les lit, on se dit waouh, quand même, qui va pouvoir lire ça? Et parfois ça va assez loin dans un délire et dans un, je vais pas dire politiquement incorrect, mais dans quelque chose qui est un peu surprenant, quoi, qui sort un peu des codes du petit ourson qui va se balader, qui rencontre un petit lapin, etc. Vous le savez, ce qui m'intéresse particulièrement dans notre rapport au travail, c'est l'image sociale que projettent nos métiers. Et forcément, la profession de libraire traîne son lot de clichés, d'a priori et de questions récurrentes. Souvent les gens me demandent qu'est-ce que tu aimes lire, quel est ton écrivain préféré. Ça c'est vraiment une des pires questions, parce que c'est... Je peux aimer à la fois de la poésie, à la fois un polar assez simple mais efficace qui ressemblerait à une série américaine, ou alors lire un livre politique, un livre d'histoire. Donc c'est un peu en fonction, c'est un peu butiner des tas de choses. Je suis juste un lecteur comme vous, quoi. C'est juste que nous, on présente des livres et on pose des livres sur des tables. Donc on n'est pas des génies, on n'édite pas les livres, on corrige pas les fautes, on n'accompagne pas les écrivains et autres. Donc c'est un métier qui est un métier juste de lecteur, et c'est juste ça, quoi. On n'est pas des super lecteurs. Je suis très fier d'être libraire, je le dis si on me pose la question, je ne fiche pas complètement. Alors après, il y a plusieurs réactions, il y a des gens qui disent « Ah bah c'est bizarre, tu ressembles pas à un libraire ». Bon après, c'est parce que c'est aussi la carrure, la coupe de cheveux, la boucle d'oreille et autres, qui vont dire bah, « Je t'imaginais pas libraire, c'est bizarre ». Il y a pas mal qui imaginent aussi que je suis dans un tout petit bouclard tout petit, avec plein de poussière, machin comme ça, et quand ils arrivent ici, ils disent « Ah ouais, c'est bizarre, je pensais vraiment que c'était une petite librairie toute poussiéreuse, machin ». Donc il y a une image à la fois très positive du libraire, parce que c'est vraiment genre « Oh, il va lire plein de trucs, c'est formidable ». Donc, et en même temps une image un peu désuète, mais une image complètement positive. Socialement, je traîne plutôt dans des milieux où les gens ne lisent pas ou très peu finalement. J'ai beaucoup d'amis qui font complètement autre chose. Donc du coup, j'ai pas cette représentation, en tout cas dans mon cercle amical, que je fréquente finalement très peu de libraires, très peu d'éditeurs. Et par contre, effectivement, quand je me retrouve dans certains milieux et que je dis que je suis libraire, c'est parfois un piège qui se retourne contre moi très très vite et qui parfois peut même me gâcher le repas parce que je suis complètement accaparé.
souvent par quelqu'un qui dit « Ah, mais moi aussi, je lis beaucoup, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il faut lire en ce moment ? Qu'est-ce qu'il y a de bien, etc. » Alors là, je suis parti dans une sorte de truc où, alors que je pouvais être assez naturel avant, dire « Alors en ce moment, il faut lire, Et ça me gêne à fond, parce que là, justement, c'est... Et il y a très souvent cette question, on dit « Ah, bah, quel est le livre du moment ?» Ou des choses comme ça. Alors, je me lance dans quelque chose qui n'a pas de sens, ni pour moi, ni pour la personne, qui en plus pose la question juste comme ça, sans se dire bah, « Tiens, je vais noter le titre du livre et j'irai l'acheter chez mon libraire ou autre. » Mais la discussion s'évapore comme ça et ça me bouffe 10 minutes de mon temps et ça casse toutes sortes d'autres discussions sympas. Donc il y a ce côté un peu négatif, mais qui est un peu le revers de la médaille. Si je disais par exemple que je fais le goudron sur les autoroutes, je pense pas qu'on me dirait quelle portion d'autoroute vous avez goudronné, machin. Je pense que les gens s'en foutraient complètement, diraient ah bon d'accord, c'est pas trop dur, faut pas trop chaud, machin. Mais là effectivement, avec le métier de libraire, directement les gens rentrent comme ça, soit disent ah bah oui, moi aussi j'ai un neveu qui a écrit un livre, d'ailleurs il aimerait bien faire une rencontre, il pourrait pas venir à la librairie, etc. Donc il y a souvent ce rapport où on cherche une interaction qui est très souvent sympathique, donc je rigolais un petit peu avec des trucs négatifs, mais et parfois qui est gênante effectivement parce qu'on est toujours en représentation de parler de littérature, de livres. Je suis aussi pour désacraliser complètement à la fois le métier de libraire parce qu'on n'est pas des génies et à la fois le lire parce que souvent les gens me disent ah c'est bien de lire, on peut aussi lire des stupidités quoi. Donc lire en soi c'est presque un outil. Il y a ce côté-là où le livre et ce qui est un peu ce que je critique justement au collège et au lycée dans les lectures obligatoires, c'est qu'on place le livre au-dessus comme quelque chose de sacré, ça, alors qu'en fait, au contraire, je pense qu'il faut avoir un rapport assez souple et assez léger avec le livre, sans que ce soit justement ni une obligation, ni quelque chose d'obligatoirement chiant pour les jeunes et pour les adultes, et qu'on s'éclate à lire quelque chose, à ce que ce soit réellement du plaisir. Et c'est aussi un des trucs qui fait, dans le choix éditorial qu'on a décidé, c'est d'avoir des livres pour se faire plaisir. On voulait pas que des gens rentrent parce qu'ils ont forcé d'acheter. C'est-à-dire que tout ce qui est scolaire, on fait pas. Tout ce qui est parascolaire, on fait pas. Et c'est vrai que les gens nous disaient, bon, je cherche un cahier de vacances pour mon fils ou ma fille pour l'été, pour qu'il bosse, machin, machin. Et nous, on rigole et on dit, ah non, ça, on fait pas du tout. Puis il dit, bah, pourquoi vous faites pas? Je dis, trop de mauvais souvenirs quand on était jeune, donc on n'en vend pas. L'avantage d'un lieu comme ça, c'est qu'on a accès à tout. Et le but, c'est qu'on soit polyvalent, même si on a chacun nos spécialités, nos goûts, nos affinités. Mais il ne s'agit pas de pipoter. Et parfois, c'est vrai, quand on me demande un truc qui est hyper spécialisé en philo, parfois, je dis, écoutez, il y a mon collègue qui est plus balèze que moi en philo. Le but, c'est de ne pas mentir aux gens. Et c'est vrai que je fais le rapprochement, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé à Fnac et j'étais responsable du rayon livre informatique. Alors c'était, à la fois, au départ, c'était vraiment le rayon que personne ne voulait, c'était pas passionnant et ça me passionnait pas. Mais en même temps, c'était à la fois hyper intéressant. Mais là où j'ai remarqué quelque chose et que j'applique parfois dans d'autres domaines, c'est que les gens venaient pour me demander un livre informatique, ils me disaient lequel est bien. Alors j'avais capté, je dis tel éditeur, c'est super. Je rigolais un petit peu parce que je disais bon, ça, un petit peu les éditions de minuit du livre informatique, ça c'est plutôt machin. Donc les gens étaient un peu surpris et ça faisait un peu rire mes collègues j'appliquais des comparatifs un peu littéraires à des choses qui étaient purement techniques, mais je disais voilà, si vous voulez le meilleur, c'est ça, etc. Donc je pouvais conseiller sur le livre. Mais il y a des gens qui venaient en me disant voilà, alors mon ordinateur est en panne, il y arrive ça, quand je fais ça, machin, et là je leur disais écoutez monsieur, moi je sais démarrer un ordinateur et l'utiliser, mais je peux pas vous le réparer. Moi je vends des livres informatiques, mais je suis pas réparateur informatique. Donc là, ce que je trouvais intéressant, c'est que justement ça permettait de faire la différence entre le livre et maîtriser absolument tout ce qu'il y a dans le livre. Comme je vous le laissais entendre, La Friche n'est pas une librairie tout à fait comme les autres, et à mesure que l'on parcourt les tables, on remarque que les libraires y impriment leur personnalité. Et bien qu'on y trouve des best-sellers très grand public, des ouvrages plus exigeants ou engagés illustrent une ligne éditoriale qu'on pourrait, un peu trop vite, qualifier d'élitiste. C'est un mot qu'on nous attribue souvent, quoi. En fait, soit élitiste, soit un peu snob, comme ça, et qu'on assume complètement, même si c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'effectivement, on accueille tout le monde, et on peut se balader sans se rendre compte de rien, mais on essaye de mettre quand même l'accent sur des choses qu'on trouve moins, sur des petits éditeurs, et on s'interdit de mettre la grosse vente du moment en vitrine, parce que déjà on se rend compte que ça sert pas à grand chose finalement, parce que s'il y a un nouveau Fred Vargas qui sort, bon, les gens ont capté qu'on l'a forcément. On se force pas à aller vers des petits éditeurs. Je vous rassure, on trouve du Gallimard, du POL, du Grasset, donc tous les grands éditeurs sont présents. On n'est pas complètement dans quelque chose de ne soutenir que la petite maison d'édition, et on considère qu'il y a des très gros éditeurs, des grands éditeurs qui font des choses magnifiques. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, on aime les deux. Mais je trouve ça intéressant de donner une visibilité à des éditeurs qui en ont assez peu. Et il y a ce côté où les idées sont très marquées, quoi. On n'est pas là pour faire un débat. Souvent, il y a des gens qui nous disent vous avez des livres féministes, mais vous n'avez pas de livres antiféministes. Je dis non, ça ne nous intéresse pas d'avoir des livres. Voilà. Donc du coup, c'est pas un lieu de débat d'idées, mais c'est un lieu d'idées. Et c'est des idées qu'on choisit, nous. Alors parfois, il y a des gens qui nous disent vous faites de la censure. Je dis non, c'est pas de la censure. Nous, on a envie de vendre des choses qu'on a envie de défendre. Autant en littérature, je trouve ça super que tout le monde s'y retrouve. Et je trouve pas que ce soit dérangeant que des gens lisent Marc Lévy ou Guillaume Musso et autres. Et au contraire, je trouve ça génial qu'on ait ces auteurs-là, parce que ça peut amener
à d'autres, ou pas. Même si ça les amène jamais à d'autres, c'est pas très grave. Et en même temps, dès qu'on rentre dans les idées, là par contre, on arrive dans des choix qui sont plus intransigeants et plus radicaux, où on veut pas vendre certains trucs et on aurait honte de vendre certains auteurs. Des fois ça passe mal, et du coup, il y a aussi un truc, c'est que en avançant, on devient de plus en plus radical, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qu'on ne commande même plus. Des fois, on dit aux gens, non, on commande pas, non, désolé. Alors les gens disent, bon, je crois qu'ici, c'est pas du tout pour moi. On leur dit, bon, bah, désolé, c'est comme ça, je dis, on ne peut rien. Mais... Et c'est pas pour faire un entre-soi, parce que c'est assez discret, je trouve, ce truc. Et les gens, des fois, se rendent même pas compte de nos opinions politiques, et on veut pas non plus les afficher complètement. Mais on essaie d'être assez radical sur ce côté, justement, de ne pas vendre tout et n'importe quoi, et pas par fascisme de gauche, loin de là, mais en disant, voilà, on veut quand même promouvoir une certaine forme d'idée, pas uniquement un truc très précis, mais au moins par la négative, ne pas proposer certaines choses. Je ne sais pas quel rapport vous entretenez avec le livre en général et avec votre librairie en particulier. Pour ma part, je dois reconnaître que je ne suis pas un grand lecteur qui dévore 2 romans par semaine, mais j'adore flâner dans les librairies, dont l'ambiance paisible met l'agitation de la ville entre parenthèses. Et même quand j'y viens avec l'intention d'acheter un livre particulier, je repars fréquemment avec 2 ou 3 autres trouvés au hasard des tables, et j'estime que cette proposition-là est particulièrement précieuse pour ouvrir son esprit à la découverte. Je repense au moment où on a ouvert, où à la fois quelques personnes nous disaient mais c'est bizarre d'ouvrir une librairie au moment où le livre s'écroule. Et on était dans une tendance où il y avait Amazon qui démarrait à fond, les ventes en ligne qui explosaient, et l'arrivée des e-books et de toutes sortes de tablettes et autres. Et donc plein de gens nous ont dit non mais là c'est vraiment pas le bon moment pour vendre des livres, alors que ça va disparaître, même le livre va disparaître. Je suis pas du tout anti-progrès, au contraire. Mais je pense que le livre, et les différents confinements l'ont un peu prouvé, reste quelque chose d'un peu unique, et il y a un attachement au livre. Et c'est vrai qu'on a beau avoir des tablettes où on a des millions de livres, des milliers de possibles, c'est un peu le même problème que quand on écoute de la musique sur les plateformes. Parfois, même si on est fan de musique autre, on peut se retrouver un peu à court, dire qu'est-ce que je vais taper, qu'est-ce que je vais écouter. Les lieux comme les librairies permettent de tomber sur des choses qu'on ne connaît pas et d'avoir une offre, quoi. Et c'est la même chose aussi pour avoir sa propre bibliothèque, quoi. C'est souvent, il y a pas mal de gens qui viennent et qui me disent voilà, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lus et j'en rachète. Je dis mais c'est normal. Une bibliothèque, c'est exactement ça, c'est mon cas aussi. Il faut avoir des livres qu'on n'a pas lus dedans pour à un moment donné les prendre. Et donc du coup, une bibliothèque physique permet ce truc-là, une sorte de partage avec soi-même, quoi. Je sais pas, un truc où on va un peu trouver refuge. Il y a le livre et il y a aussi le lieu. Et le lieu physique, la librairie, qui est complètement passionnant. À la fois, on l'a évoqué un peu, mais le côté ouverture sur le quartier, où il y a le côté effectivement commerce qui fait qu'on se retrouve avec un peu les aléas du commerce, à accueillir un peu de tous les gens qui veulent venir, mais avec des histoires, des tas d'anecdotes qui sont absolument incroyables et qui sont le fait qu'on est ouvert sur la rue et que les gens rentrent. Et donc des fois ça surprend un peu les gens, notamment les gens qui débutent en librairie vont avoir l'impression qu'on a des discussions intellectuelles toute la journée avec des gens qui arrivent en disant j'aimerais bien parler un petit peu de littérature russe avec vous, et puis on rentre le soir et on s'est enrichi, et des fois ils disent ah oui en fait j'ai ouvert des cartons, il y a une dame qui est venue qui comprenait rien à rien, qui s'intéressait à des choses complètement loufoques. La littérature est présente, mais il y a plein de choses qui cohabitent, quoi. L'extérieur est hyper important, et est parfois aussi important dans une journée que les livres qu'on vend, quoi. Et ça, c'est humainement assez passionnant aussi. On démarre une journée, on sait jamais ce qui va nous arriver. Bon, après, c'est toute proportion gardée, on n'est pas policier ni pompier, on se retrouve pas dans des situations extrêmes. Mais il y a un côté comme ça où on démarre une journée, on sait pas ce qui va nous arriver en termes de littérature, de carton, de choses comme ça, et on sait pas ce qui va nous arriver aussi en termes d'expérience humaine, même si le mot est un peu fort, mais toutes sortes de demandes peuvent arriver, quoi. Les magasins qui offrent des choses culturelles sont vraiment utiles pour ça aussi. On peut juste rentrer, se balader, ne rien acheter, mais juste flâner, et que c'est pas animé par l'achat ou un but précis. Je pensais des fois à une sorte, le terme est un peu pompeux, mais de sorte d'utilité sociale aussi du quartier, c'est que on est un lieu où les gens peuvent rentrer et se balader, flâner, et il n'y a pas tant d'endroits que ça où on peut rentrer et juste être là, être ensemble, sans but. Ça résonne un peu avec autre chose aussi, c'est que la librairie est aussi un lieu rassurant pour les gens. À la fois rassurant parce que, quand j'en parlais, il fait à la fois partie du passé, mais à la fois, on a quelque chose dans le livre qui nous ramène quand même à quelque chose de solide, de rassurant, je me répète un peu. Mais ça me fait penser aussi à ça, qui est quelque chose de plus triste, mais on a vécu ça de manière très forte lors des attentats, notamment après le Bataclan, où on s'est posé la question, parce qu'il y avait aussi la belle équipe qui était vraiment très proche.
Et on s'est vraiment posé la question le lendemain d'ouvrir ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça avait un sens d'ouvrir ? On avait tous envie de rester chez nous et d'être un peu prostrés, de se dire bon là on est un peu dépité, on sait pas quoi faire quoi. Et on s'est dit qu'on ouvrait normalement à 10h et on fait la journée normale et on est là. Pas uniquement pour se dire voilà on résiste aux terroristes et autres parce que finalement c'est symbolique et on était plus accablés et pas dans un truc de résistance à ce moment-là. Et ce qui a été vraiment hyper touchant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui nous ont dit voilà je viens pas pour acheter de livres, c'est pas le moment, mais j'ai envie d'être là et j'ai envie d'être avec des gens, donc je reste. Et c'était super touchant d'avoir une sorte d'accueil et des gens qui nous disaient je veux pas rester tout seul chez moi avec l'actualité etc. Je viens ici. Et on s'est retrouvés à boire du café, à dire aux gens restez, c'est super, nous aussi on est un peu c'est pesant, c'est dur, on sait pas quoi faire, on n'a pas envie de vendre de livres, on s'en fout un petit peu, la caisse est ouverte mais bon peu importe, ça n'a pas de sens quoi. Et c'était hyper touchant d'avoir des gens comme ça qui disent je veux être avec du monde donc je viens ici. Et effectivement on revient un peu, et c'est pas du tout une critique, je voyais mal ces gens-là aller dans un magasin de téléphonie et dire j'ai pas envie d'être tout seul, je reste avec vous. Ce lieu de la librairie favorisait ce truc-là, d'avoir un moment ensemble quoi. Et que le livre crée une sorte de fraternité, d'appartenir à cette communauté de gens qui lisent. Et je pense qu'il venait aussi pour ce côté rassurant et ce côté où c'est vrai que ça n'allait pas partir dans n'importe quelle direction, qu'on n'allait pas être au café du commerce avec des gens qui sont en train de boire des demi le matin à commenter l'actualité de manière un peu dans tous les sens quoi. Et du coup, c'est au final un des plus forts moments de la librairie, qui est hors achat, mais qui était l'importance du lieu, quoi. Un grand merci à Manu et à toute l'équipe de La Friche pour leur accueil. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.